Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va aborder ensemble cette première journée des essais de pré-saison qui s'est tenue aujourd'hui, du côté de Bahreïn. Bien sûr, on va couvrir les 3 journées comme on a l'habitude de le faire chaque année. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc cette intro va être très courte. Juste, je tiens quand même à signaler quelque chose qui me semble être important parce que je vois beaucoup de théories sortir, notamment par rapport au temps autour des pilotes. S'il vous plaît, ne regardons pas les temps. Rien que là, sur cette demi-journée, Leclerc était à environ une demi-seconde de Verstappen. Ça sera bien évidemment pas le cas lors des qualifications ou lors de la course. Enfin, du moins, on l'espère que l'écart sera un petit peu plus court quand même entre les deux. Mais bon, juste pour vous dire que ce n'est pas forcément une indication des réelles performances des monoplaces. Je le répète encore une fois, les temps ne sont pas du tout un indicateur de performance puisqu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La quantité d'essence, les modes moteurs, les pneumatiques, les conditions météorologiques. Là, en l'occurrence, on n'a pas de pluie, mais il y a quand même énormément de vent, du sable qui vont venir perturber les performances de certaines monoplaces. Et également les réglages qu'il ne faut pas négliger, qui sont un facteur ultra important des performances d'une monoplace. Le DRS, voilà, aussi, faut le dire quand même, d'une certaine manière. Et également, bien sûr, les petits coups de bluff, comme on aime le dire chaque année. Des écuries qui vont bien sûr pas montrer tout leur potentiel lors de ces essais de pré-saison. Maintenant que ceci est dit, on commence directement sans plus tarder par la Aston Martin. Alors la Aston Martin, il y a déjà 2 choses que j'ai pu voir sur cette monoplace. Déjà des entrées d'air qui sont beaucoup plus fines de ce qu'on avait pu voir lors du lancement de cette monoplace. Voilà, des entrées d'air vraiment poussées à l'extrême pour le coup. Autre chose, c'est bien sûr le fond plat. Là, c'est le réel fond plat. Voilà, un fond plat qui est beaucoup plus dentelé également. Je reviendrai au fur et à mesure sur bien exactement ces modifications au fur et à mesure des jours. Voilà. Maintenant, passons directement à la Racing Bulls. Alors franchement, la Racing Bulls, c'est plutôt une bonne surprise, je trouve. J'ai regardé pas mal de caméras embarquées, notamment de Yuki Tsunoda lors de la matinée, et franchement, j'ai l'impression qu'elle est plutôt efficace. Elle a l'air très stable en caméra embarquée. Ça se voit qu'il y a une petite touche quand même de la RB19 qui est venue s'installer sur cette monoplace. On a également pu voir l'arrivée de Laurent Mekies, qui, je le rappelle, était chez Ferrari. Donc voilà, Laurent Mekies qui entame plutôt cette saison aux côtés de Racing Bulls. Autre aspect que j'ai pu remarquer, c'est notamment des pontons que je sens un petit peu moins volumineux. Là, au-dessus, on peut voir les pontons qu'on a eu lors de la présentation. C'est même pas ceux de Bahreïn, mais bon, ça reste les mêmes de Bahreïn. Notamment là, c'était à Misano. Voilà, pour les quelques tours de roulage qu'avait pu faire Racing Bulls. Donc des pontons un peu moins volumineux, faut le dire. Là, c'était vraiment poussé à l'extrême pour le coup. On continue avec Williams. Bon, Williams, il y a plusieurs choses que j'ai pu remarquer. Il y a quelque chose déjà qui n'est pas forcément négligeable sur cette Williams, c'est notamment les suspensions arrière. Là où on pensait qu'ils allaient prendre les mêmes suspensions que la Mercedes, eh bien ce n'est pas le cas puisque Williams ont opté pour des suspensions arrière à tirant, alors que pour Mercedes et même Aston Martin, 2 autres écuries motorisées par Mercedes, eh bien ce sont des suspensions à pousser, voilà, 2 poussées plutôt. Donc petit changement par rapport à Mercedes et Aston Martin, ça c'est pas quelque chose qu'on avait pu voir notamment sur la présentation. Autre aspect, c'est bien sûr le volant, le volant de cette monoplace qui a quand même changé par rapport aux années précédentes. On est retourné à un volant un petit peu plus basique. Honnêtement, je préfère de cette manière. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus simple pour les pilotes de s'y retrouver, notamment par rapport aux plusieurs configurations qu'ils peuvent établir lors d'un tour. Et également, autre changement qui n'est pas encore une fois négligeable, c'est bien sûr au niveau des pontons. Donc voilà, à gauche les pontons de 2023, à droite les pontons de 2024, on peut voir qu'ils sont vraiment beaucoup plus volumineux et que la descente est beaucoup plus présente. On continue avec Alpine. Alors Alpine, je les ai pas trouvés non plus horribles, il y a eu quelques petites erreurs lors de la matinée de la part d'Esteban Ocon, ça arrive, voilà, faut pas se focaliser sur le négatif. Aspect que j'ai pu constater, c'est bien sûr le nez, un nez qui est quand même beaucoup plus étendu, style Ferrari bien évidemment, et également à l'arrière la forme du
du Cannon Cooling. Voilà, un Cannon Cooling qui est beaucoup plus arrondi, avec une forme arrondie au niveau de l'arrière de la monoplace, qui, je le rappelle, va venir sortir l'air chaud de cette monoplace, un Cannon Cooling qui se déplace du halo pour arriver jusqu'à la suspension arrière de cette Alpine. J'attends encore une fois quelques détails. Franchement, pour pas vous mentir, la Alpine, ça a été la monoplace la plus difficile en termes d'image, hein. Franchement, pour trouver les images de cette Alpine, ça a été un calvaire pour moi. Déjà, rien que cette image, c'est déjà un exploit que j'ai réussi à vous la trouver. Ferrari, d'ailleurs, parlons-en. Ferrari, qu'ils ont pu introduire pas mal de petites nouveautés sur leur monoplace, notamment pour avoir plus de données concernant la dégradation des pneus. On sait très bien que les pneumatiques de Ferrari, du moins la dégradation, a été toujours leur plus gros problème auparavant. C'est un facteur clé véritablement dans la réussite de Ferrari en course. Si les pilotes sont meilleurs en qualification, bien sûr je parle de Charles Leclerc, hein, qui enchaîne pôle sur pôle, qui est extrêmement agressif sur un tour, eh bien tout s'effondre en course, on l'a déjà vu par le passé. Eh bien Ferrari ont décidé d'installer une petite caméra thermique à l'intérieur des pontons pour pouvoir prendre encore plus de données concernant la dégradation des pneumatiques. On a également pu apprendre qu'il y a eu énormément de changements sur l'aileron arrière, qu'il y a plusieurs ailerons arrière, enfin du moins il y a eu un travail conséquent sur l'aileron arrière, sur plusieurs configurations d'aileron arrière, même par rapport au tracé, bien évidemment, pour donner encore plus de stabilité à la monoplace, et bien sûr pour avoir un meilleur fonctionnement du DRS à l'avenir, ce qui avait été un énorme avantage pour Red Bull la saison dernière, ne l'oublions pas. Passons à Mercedes, et Mercedes, eux, ils ont pu introduire pas mal de choses. Franchement, on a eu beaucoup d'informations concernant Mercedes, c'était très très cool à voir. Déjà, parlons de Mercedes et surtout parlons de cet aileron avant. Cet aileron avant que j'avais déjà pu vous citer lors de la vidéo de présentation, un aileron avant qui m'avait énormément surpris par son ingéniosité technique, et en même temps un aileron avant qui est à la limite de la légalité. D'ailleurs, il y a quelques rumeurs qui courent dans le paddock comme quoi certaines écuries, notamment Red Bull et Ferrari, se seraient plaints à la FIA concernant cet aileron avant. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est bien sûr le flap supérieur qui n'est pas connecté au maximum au nez de cette monoplace. Il y a une sorte de tige qui vient le connecter. Alors, je le rappelle, depuis la nouvelle réglementation, les monoplaces, enfin du moins les écuries, ont l'obligation de connecter tous les flaps au nez de cette monoplace, mais c'est bien sûr pour essayer de recréer le vortex Y250, un vortex qui va venir bien sûr se propager sur les côtés de la monoplace, sur les bargeboards de la monoplace, un vortex qui est extrêmement puissant, et bien sûr, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un vortex qu'il faut savoir gérer, bien évidemment, on peut pas le créer et hop, ça nous donne une sorte d'appui maximum ou une sorte d'avantage par rapport aux autres. Il faut savoir le gérer par rapport aux autres éléments de la monoplace, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, puisque si Mercedes arrive à recréer ce vortex Y250 en l'occurrence, eh bien ça peut leur donner un avantage significatif en termes d'appui, puisque je le rappelle, l'aileron avant constitue un quart de l'appui global d'une monoplace. En tout cas là on peut bien voir que le flap n'est pas totalement connecté comme les deux autres en dessous, que le flap supérieur redescend pour ensuite partir sur un câble qui va venir se connecter au nez de la monoplace pour rester dans la légalité. Seconde chose, c'est bien sûr le cockpit de la Mercedes qui a été éloigné de l'essieu avant, un éloignement de environ 100 mm, on peut le voir par rapport à cette ligne jaune. Voilà, en dessous c'est la W14, au-dessus c'est la W15. Regardez au niveau des casques, celui de Lewis Hamilton et celui de George Russell, on peut bien voir que celui de Lewis Hamilton est beaucoup plus éloigné, sûrement pour une meilleure perception du comportement de la monoplace, et même ça c'est quelque chose que Lewis Hamilton nous avait signalé. Voilà, Lewis Hamilton s'était énormément plaint d'être trop proche de l'avant de la monoplace, donc ça c'est quelque chose qui a été changé. Petite particularité qui n'est pas forcément technique, mais c'est par rapport à un nouveau partenariat de Mercedes avec WhatsApp. Donc maintenant le logo de la radio, eh bien c'est un logo WhatsApp, c'est une petite particularité que j'ai pu voir sur le volant. Et autre particularité, et là ça concerne notamment, alors attendez parce que je remets juste ma tête, voilà, ça concerne l'avant de la monoplace. On peut voir qu'il y a une petite fente ici, une
petite entrée d'air, sûrement pour refroidir le cockpit. Et même, bon, c'est pas très visible, c'est plus visible en caméra embarquée, je vous le cache pas. Mais ici, on peut voir une sorte de bosse, un peu comme un S-duct, qui va venir sûrement ramener l'air vers le casque du pilote. Ça se passe juste ici, hein, voilà, entre le museau et le halo. On peut voir comme une sorte de petite, enfin voilà, une petite bosse en fait qui remonte au niveau du casque du pilote. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé pour des grands prix par exemple où il fait très chaud, comme on a pu le voir l'année dernière au Qatar, de pouvoir refroidir au maximum. Et pour finir, concernant Mercedes, de ce que j'ai pu voir ce matin, la voiture a l'air véritablement très stable. Les sorties de virage de George Russell sont très bonnes. Je rappelle que George Russell est le seul pilote à avoir pris la piste aujourd'hui. Lewis Hamilton, ça sera demain. Les sorties de virage, que ce soit les entrées et les sorties de virage, sont très bonnes de la part de George Russell. Très peu de corrections sur cette W15. C'est vraiment l'inverse de la W14. Je trouve que aujourd'hui, en termes de performance, ou du moins en termes de pilotage pur, Mercedes ont vraiment relevé le niveau par rapport à l'année dernière. Et on termine avec, bien évidemment, Red Bull. Pour Red Bull, je veux absolument, bien sûr, vous parler de leur entrée d'air, des entrées d'air qui étaient totalement inexistantes, qu'on n'avait même pas pu voir lors de la journée de présentation. Des entrées d'air, au final, qui étaient verticales, hein, des très petites entrées d'air, comme on peut le constater notamment sur cette image. Alors, par contre, la petite particularité, puisque là, on a eu des images en meilleure qualité, donc l'entrée d'air qu'on avait vue au départ, c'était celle-ci. Donc là, on pouvait se dire, waouh, Red Bull, ils sont en train de copier la W14 de l'année dernière, enfin du moins la W14 0 ponton, avec des entrées d'air extrêmement fines, verticales sur les côtés de la monoplace. Et l'entrée d'air qu'on n'avait pas vue, c'était bien sûr celle-ci, l'entrée d'air à l'horizontale, puisque oui, cette Red Bull possède également une entrée d'air à l'horizontale, en dessous de la lèvre supérieure. Alors cette lèvre supérieure, on avait pu le voir également sur la journée de présentation, une lèvre supérieure qui ressemble quand même énormément à celle de la McLaren, mais cette entrée d'air à l'horizontale, eh bien, elle n'était pas du tout visible. Et c'est le cas, voilà, Red Bull a deux entrées d'air sur les pontons, ce qui nous éloigne totalement. Là, on peut oublier le concept de Mercedes. Certes, il y a une petite idée quand même du concept Mercedes, mais c'est totalement différent. Là, on est sur un style totalement différent de ponton, je préfère quand même vous le dire. Ça a pour but, bien sûr, j'imagine, d'augmenter l'effet de sol de cette Red Bull, mais en tout cas, de ce qu'on a pu voir, ça a l'air de fonctionner pour le moment, hein. Voilà, bon, il n'y a pas toutes les cartes. Enfin voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas trop s'avancer. C'est seulement que la première journée, mais pour le coup, franchement, ça a l'air de fonctionner. Les sorties de virage de Max Verstappen étaient très bonnes, une voiture extrêmement stable, encore une fois sur tous les aspects. Ça me rappelle hein, bien sûr l'ARB 19, mais là on est sur quelque chose de véritablement différent. Donc voilà les amis, sur tout ce qu'on a pu voir lors de cette première journée des tests de pré-saison. Pour les fans de Haas, McLaren et Stake, j'ai pas pu les aborder aujourd'hui et de toute façon j'ai pris des notes hein, de toute manière, on en parle demain sans faute avec toutes les autres informations, ne vous inquiétez pas. J'ai pas aussi parlé des problèmes de fiabilité parce que ça me semble pas être très important, il y en a eu certains du côté de Mercedes, voilà, il y en a eu un autre du côté de Williams, un petit peu plus grave du côté de Williams. Mais ce n'est pas quelque chose de très important. Il y a eu énormément de tours qui ont été parcourus aujourd'hui. Donc il va falloir attendre la deuxième et la troisième journée pour avoir de meilleures idées concernant d'autres caractéristiques de ces monoplaces. En tout cas les amis, j'espère que ce débriefing des premières journées des tests de pré-saison vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce pour me le faire savoir, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous êtes plusieurs à regarder la chaîne continuellement, donc voilà, abonnez-vous si vous en avez l'envie bien sûr. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à demain. Salut tout le monde.